La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du vendredi 4 avril 2025. Le titre du jour, c'est « Les investisseurs cherchent des cachettes ». Les actions américaines ont en effet été démolies hier par l'annonce des tarifs douaniers tous azimuts de Donald Trump. Wall Street qui a quand même du mal à croire que l'économie des États-Unis en sortira indemne. Le plongeon des indices américains a entraîné les places boursières du reste du monde dans le rouge évidemment, et les investisseurs commencent déjà à jeter des regards énamourés vers leur chevalier blanc préféré, Jérôme Powell. Je n'aime pas beaucoup tomber dans la surenchère de qualificatifs en temps normal, mais certaines situations exceptionnelles méritent quand même un traitement particulier. La politique agressive des États-Unis en matière de droits de douane a provoqué un véritable séisme dans le monde, illustré par les variations extrêmes enregistrées par les actifs financiers. Et là, je vais me cantonner au marché financier parce que je suis incompétent pour parler du reste, mais il y a évidemment beaucoup à dire sur la tectonique géopolitico-culturelle qui est à l'œuvre actuellement. Alors marché financier donc, tous les placements dits à risque ont plongé hier, à commencer par les actions. La manifestation la plus spectaculaire de la levée de bouclier est à chercher du côté du Nasdaq, il a sombré de 5,4%. L'indice préféré des investisseurs, qui est riche, vous le savez, en valeurs technologiques, a été emporté par tout ce qui se fait de mieux en matière d'innovation. Moins 9% pour Apple, Amazon et Meta, moins 8% pour Nvidia, et on a même eu des baisses à 2 chiffres pour une grande partie de l'univers des semi-conducteurs, comme Broadcom par exemple, et d'autres valeurs comme Microchip. Le Nasdaq 100 a perdu 17% depuis son pic de la mi-février. Du côté du Russell 2000, qui est l'indice des petites valeurs américaines et qui était censé profiter à plein du retour de Donald Trump aux affaires, eh bien on a sombré hier de 6,6% et la perte dépasse désormais 20% depuis le record de novembre, le Russell 2000 qui est donc techniquement dans un marché baissier. En Europe hier, les baisses étaient un petit peu moindres et les indices sont même encore en hausse en 2025, mais il ne faut pas se leurrer, tout ceci est très fragile. Les investisseurs sont KO debout face à la violence de l'offensive douanière des États-Unis, violence qui a frappé indifféremment alliés de toujours et opposants historiques, grandes et petites économies, voisins proches et nations éloignées. Des investisseurs qui sont absolument sidérés par une approche qu'ils jugent désormais simpliste, source de fêlures durables et par-dessus tout, beaucoup trop aléatoire. Wall Street n'a pas complètement tourné le dos à Donald Trump, mais sa crédibilité est sévèrement entamée dans une industrie, la finance, qui déteste l'instabilité et l'imprévisibilité. Les variations de la veille ont été d'autant plus spectaculaires qu'une partie du marché a cru jusqu'à la fin à une tentative de bluff de Donald Trump. Par conséquent, beaucoup d'investisseurs s'étaient contentés de la protection minimum syndicale, et oui, c'est quand la marée baisse qu'on voit ceux qui se baignent tout nus, pour reprendre l'aphorisme prêté à Warren Buffett si je ne m'abuse. Conséquence assez logique, le dollar a chuté, les rendements de la dette US ont plongé parce que les investisseurs se sont rués sur les obligations d'État qui sont jugées plus sûres. Là, je rappelle aux apprentis financiers que le rendement et le prix d'une obligation évoluent en sens inverse. La plupart des actions ont donc chuté avec de très grosses variations, sauf les compartiments que le marché classe en sanctuaire, en l'occurrence la consommation de base, la santé, les télécoms ou les services collectifs. Les plus fortes baisses ont concerné à l'inverse les technologies américaines, ça j'en ai déjà parlé, mais aussi les acteurs du transport et de la logistique. Là encore c'est logique, les opérateurs de porte-containers ont une activité qui est étroitement corrélée à la dynamique commerciale mondiale. On a aussi eu des baisses fortes sur toutes les entreprises qui ont des chaînes d'approvisionnement complexes et tournées vers l'Asie, Adidas, Nike ou Logitech par exemple, mais aussi Apple pour boucler avec la baisse du Nasdaq dont j'ai déjà parlé. Bref, ces mouvements sont assez logiques, ils sont donc assez faciles à expliquer. Alors pour corser un petit peu les choses, on a quand même 3 secteurs qui ont affiché hier des parcours contre-intuitifs qui méritent qu'on s'y attarde un petit peu. Je commence avec les valeurs du pétrole. Le pétrole tient généralement mieux que les autres dans la configuration de marché actuelle, et bien pourtant les valeurs liées au pétrole se sont effondrées, et ça c'est parce que les cours de l'or noir ont plongé de 5% après la décision de l'OPEP+, d'augmenter son offre de façon plus marquée que prévu. Un drôle de timing qui a surpris le marché et qui est venu s'ajouter à la pression baissière qui était déjà exercée par les droits de douane. On a donc eu des valeurs plutôt résistantes comme Total Energy qui ont chuté de près de 5%. Aux États-Unis, Chevron a même perdu plus de 6%. Je rappelle que les marges des compagnies se contractent quand le prix du baril se rapproche des coûts de production. Autre variation curieuse, celle de l'or qui a chuté de son record de $3 170 l'once à $3 100 environ hier.
Quand les marchés s'effondrent, la relique barbare et son statut de refuge ultime a généralement tendance à monter, mais du coup cette baisse de la veille était assez intrigante, mais l'explication est en réalité assez simple. La chute des marchés a forcé les investisseurs à mobiliser des liquidités en urgence pour combler des pertes, pour faire face à des appels de marge ou pour faire tourner des portefeuilles, et l'or est un actif très liquide qui permet de répondre assez rapidement à ce type de besoin, d'où une pression baissière à court terme. Pour autant, les spécialistes que j'ai pu consulter n'ont pas beaucoup de craintes sur le parcours de l'or en dehors de ce phénomène de court terme. Le troisième secteur qui a eu un parcours atypique hier, c'est celui de l'immobilier en Europe, l'immobilier qui a concentré les plus fortes hausses de la veille avec les utilités. Pour Christian Ozano, qui est un analyste spécialisé dans le secteur chez Alpha Value, cela reflète tout simplement, en tout cas sur la séance d'hier, un statut relativement défensif, car la pierre par nature échappe aux droits de douane et aux turbulences politiques de Donald Trump. L'analyste précise aussi qu'un afflux d'argent vers les obligations européennes ferait mécaniquement baisser les taux d'intérêt à long terme, et ça c'est une bonne nouvelle pour le cours des foncières cotées. Christian Ozano classe les foncières allemandes en bénéficiaire numéro 1, suivi des foncières spécialisées dans les centres commerciaux. Il souligne quand même qu'il s'agit là d'une forme de volatilité exploitable, mais pas encore d'un plan de long terme évident. Voilà, vous savez tout sur les variations un petit peu bizarres de la veille qui concernaient donc les valeurs pétrolières, l'or et les valeurs de l'immobilier. Mais le plus important, c'est de réfléchir maintenant au coup d'après, et à ce stade, Donald Trump a ouvert la voie à des discussions, mais il a quand même gardé un ton provocateur. Il ne veut pas s'asseoir à la table des négociations sans des propositions du camp d'en face phénoménales. Évidemment, on est toujours dans l'emphase, et les pays ciblés ont tous eu des réactions assez différentes hier. Les grands partenaires commerciaux ont plutôt montré les dents, ce qui explique aussi le désarroi des marchés actions sur la séance de la veille. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit mal les choses se décanter à court terme et que l'on maîtrise assez peu la dimension dogmatique et l'effet de bloc de tout cela. Parmi les mécanismes qui sont anticipables, il est probable que les paris de baisse de taux aux États-Unis vont se renforcer. D'ailleurs, ça a déjà démarré. Les traders sont passés de 2 à 4 baisses pronostiquées pour cette année. Jérôme Powell prend d'ailleurs la parole à l'heure du goûter aujourd'hui. Il doit prononcer un discours qui revêt évidemment une importance particulière vu le bazar ambiant. Pour terminer là-dessus, nous sommes entrés dans une phase où le timing des événements peut faire toute la différence, ou plus précisément l'articulation entre ces événements. Il n'y a souvent en effet que de menus détails entre les spirales vertueuses et les spirales infernales. La Banque centrale américaine se retrouve à nouveau avec une équation ultra complexe sur les bras. En Asie-Pacifique, il n'y a pas de miracle ce matin. Tokyo perd 3,3% sur le Nikkei 225 et plus de 4% sur le Topix. L'Australie s'enfonce de 2,4%. La Corée du Sud perd 1,7%. Les baisses sont un petit peu moins fortes du côté de la Chine. Les indicateurs avancés occidentaux, ils sont encore baissiers, mais la volatilité reste évidemment ultra forte avec un indice VIX qui a bondi de 8% hier. Il est à nouveau au niveau des 30 points. C'est un niveau qui est inédit depuis le micro-crack japonais de l'été 2024. Dans l'actu des sociétés, en France, d'abord, Stellantis annonce le licenciement temporaire de 900 salariés américains à la suite de l'imposition des droits de douane. L'agence Fitch a en parallèle réduit de BBB+ à BBB la notation crédit du constructeur automobile à cause justement des droits de douane. Kering rachète le lunetier italien Vizar et entre au capital d'un second groupe mais avec une participation minoritaire. Essilor-Luxottica et Roger Federer étendent leur coopération pour des collections de lunettes. Carrefour a relevé son offre sur sa filiale brésilienne. Colas, la filiale de Bouygues, a remporté un contrat de 380 millions d'euros pour opérer et maintenir des machines d'entretien ferroviaire pendant 8 ans au Royaume-Uni. Sodexo a confirmé ses objectifs pour l'exercice 2024-2025. Le groupe EPC renforce sa présence internationale avec une acquisition au Brésil. On a aussi des actus du côté de la Compagnie des Alpes, de Line Data, d'Alchimie, de HF ou encore de DroneVolt. Sur l'agenda des publications en France, on a LDC, Boiron, Aquel ou encore BioUV. Dans le reste de l'Europe, l'Italie s'apprêterait à approuver l'offre d'Unicredit sur Banco BPM, selon des sources obtenues par Reuters. Puma a nommé l'ancien directeur des ventes d'Adidas, Arthur Huld, comme CEO. Hapag-Lloyd pourrait devoir adapter ses services de transport en raison des nouveaux tarifs douaniers américains. Il faut entendre là réduire ses capacités. AB Volvo va investir $1 milliard dans son usine mexicaine. Volkswagen, pour sa part, investit 580 millions d'euros en Argentine. Glencore aurait pris des contacts avec les autorités australiennes sur l'avenir de sa fonderie de cuivre et de sa raffinerie de Townville. BP va fermer sa division de mobilité à faible émission de carbone pour se recentrer sur le pétrole et le gaz selon le FT, et Lenovo et Ericsson soldent leur contentieux international en matière de brevets. En Amérique du Nord, Intel discuterait avec TSMC pour créer une coentreprise dans les fonderies de puces aux États-Unis. C'est une rumeur qui tourne depuis quelques temps. Brookfield Infrastructure rachète Colonial Pipeline, le plus grand système de transport de carburant
différents aux USA pour 9 milliards de dollars dettes incluses. AbbVie revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2025 en raison des frais d'acquisition. Et General Motors va augmenter sa production de camions dans l'Indiana à la suite des droits de douane imposés par Donald Trump. En Asie-Pacifique et ailleurs, Rio Tinto et BHP cèdent à la pression syndicale sur les avantages accordés aux salariés de Pilbara et Nissan va suspendre les commandes américaines de son SUV Infiniti fabriqué au Mexique après l'instauration des droits de douane imposés par Trump. C'est terminé pour ce dernier point de marché de la semaine. Excellente journée à toutes et à tous.